Peut-on voir le monde comme un mathématicien? Et qu'est-ce que verrait un mathématicien s'il regardait le monde et les phénomènes de la nature? Eh bien, voici ce qu'il verrait, un monde incroyable de récurrence. Les mathématiques sont un outil puissant pour classer les motifs de la nature. Si on regarde le ciel, on constate qu'il y a deux choses différentes, deux catégories d'objets. De manière très simple, on a les planètes et les étoiles. Et la différence entre les planètes et les étoiles, elle vient de l'étymologie elle-même. En latin, planetes, ou en grec planetes, signifie errant. Dans le ciel, seules les planètes bougent, tandis que les étoiles sont fixes. Les anciens l'avaient remarqué, et c'est pour ça qu'ils avaient nommé planète, chose errante. Mais les planètes n'errent pas du tout. Au contraire, elles reviennent, elles ont un certain cycle. Dans la nature, on peut distinguer trois types de périodicité. Les périodicités numériques, le fait que certains nombres reviennent, les périodicités géométriques, le fait que certaines formes reviennent, et enfin les périodicités cinétiques, le fait que certains mouvements reviennent. Il y a une question qui est toujours, au fond, un débat sans fin sur les mathématiques, qui est que les mathématiques sont un modèle abstrait de signes, de symboles, et pourtant, ce modèle abstrait fonctionne très bien dès qu'il s'agit d'exprimer, d'expliquer, de prédire ce monde concret, sensible, qui lui est matériel, changeant, contrairement aux mathématiques qui sont abstraites et invariables. Et pourquoi les mathématiques fonctionnent bien? Parce que c'est la science des motifs et que la nature elle-même exploite toutes sortes de motifs. On pourrait même inverser la réponse. C'est parce qu'il y a ce type de structure qu'on peut se poser de telles questions. Ça vient du fait qu'il faut savoir faire certaines découvertes justement sur ces récurrences, sur ces périodicités. Aujourd'hui, on veut absolument faire en sorte que les chercheurs aillent dans une sorte de direction et qu'ils produisent et qu'ils trouvent le plus vite possible. Mais c'est le principe des grandes découvertes, c'est que elles sont le fruit du hasard et qu'elles ont pris énormément de temps. Caractère imprévisible les rend très importantes. De quoi parlent les mathématiques? Les mathématiques parlent des nombres. Les nombres, c'est un outil assez spécifique. On peut se passer, d'une certaine manière, des nombres si on veut compter. Par exemple, au lieu d'utiliser des nombres, on peut utiliser un certain nombre d'os qu'on met dans un sac. Disons, une vache passe, pour compter son nombre de vaches, on prend un os, et à chaque fois qu'une vache passe, on met un os, ou bien on fait une petite entaille dans la main, dans un morceau de bois. Et là, d'une certaine manière, on compte. Donc on n'a pas besoin des nombres. Mais par contre, ils ont un côté pratique qui fait qu'on va les utiliser. Notamment pour dire, pour tout ce qui est des nombres complexes, etc., des nombres avec des décimales, des nombres qui sont difficiles à représenter avec le réel. On pourrait éventuellement représenter des nombres négatifs, par exemple avec une dette, mais après, ça pose la question vraiment du nombre de racines de 2, etc. Des nombres irrationnels. Qu'est-ce qu'une fréquence? On peut se poser la question. La fréquence, c'est un nombre de battements. C'est le nombre d'allers-retours que fait la corde chaque seconde. Si on voudrait calculer la fréquence d'une corde de violon, mettons qu'il y a les deux points d'ancrage, on fait tac, et la fréquence, c'est le nombre de fois que la corde fait ça, par seconde en réalité. On peut aussi rappeler que même les mathématiques ont un côté historique dans leur conception, dans leur propre conception de leur propre matière. En tout cas les mathématiciens. Résoudre une équation, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. À une certaine époque, ça a pu vouloir dire trouver une formule. À une autre époque, ça a pu vouloir dire trouver une solution approchée. Et enfin, à notre époque, ça veut en général dire trouver à quoi ressemblent les solution. Vis-à-vis de ces périodicités, revenons-y un moment, c'est là le cœur de l'ouvrage et de la puissance des mathématiques. On pourrait se demander au fond, chaque cause produise les mêmes effets. Donc on a un certain nombre de causes et ça devrait produire toujours les mêmes effets. Et on remarque que dans la nature, ça semble pas être le cas. C'est le principe même du hasard, du chaos. On ne sait pas certaines causes, on est incapable de prédire les effets. Par exemple, en météorologie, on est incapable de prédire le temps qu'il fera dans une heure avec une grande précision. Ça peut toujours changer. On en est incapable. Contrairement à la climatologie, où là on a beaucoup plus de certitude sur le très long terme et on est capable de calculer sur le très long terme s'il y aura des aires glaciaires ou au contraire des aires un peu plus chaudes. Plus étonnant encore, c'est que parfois même la nature brise
cette loi de cause et d'effet d'elle-même. C'est-à-dire qu'on a des causes, des effets, et on pourrait penser que ça reste comme ça sur le long terme. Eh bien non, la nature brise cette symétrie. On appelle cela la brisure de symétrie. La brisure de symétrie, il y a un exemple de ça. Le chimiste Belousov, qui en 1958 fait une expérience où il ajoute deux liquides et leur réaction crée un liquide homogène qui est gris. Mais si on attend quelques minutes, au bout de 20-30 minutes, eh bien, tout d'un coup, le liquide devient des petits points rouges se forment, des petits points rouges qui deviennent des sphères bleues. Dans les sphères bleues, il y a des points rouges qui se forment, et ainsi de suite, des petits points bleus dans les sphères rouges, etc. Ces expériences assez étonnantes montrent que la nature brise sa propre symétrie, ses propres causes et ses propres effets. Donc on pourrait se dire, on vit dans un monde complètement de chaos. Mais au fond, on a quand même cette réticence à dire ça, parce que on voit quand même que dans le monde, il y a beaucoup de symétrie. Hein. On vit dans un monde de masse où tout a la même structure. Alors pourquoi est-ce que la symétrie a-t-elle tendance à se briser? Mais on pourrait dire que certaines premières symétries donnent des symétries, mais qui ont été amoindries. C'est par exemple le cas de la grenouille. Au départ, la grenouille est une sorte de bulle, la blastule, et ensuite, quand elle devient grenouille, elle a toujours une forme de symétrie qui est la symétrie bilatérale. D'un côté comme de l'autre, elle se ressemble, mais elle n'a pas la symétrie d'une boule où chacune des parties correspond à l'ensemble. Mais alors au fond, pourquoi est-ce qu'il y a une symétrie? La question est très très difficile à déterminer. En tous les cas, les motifs, les récurrences sont partout dans la nature, même au moment où on s'y attend le moins. Par exemple, quand les animaux marchent, ils suivent des rythmes précis. C'est le concept d'oscillateur périodique qu'on peut appliquer en physique. Ce sont des balanciers, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain mouvement, mais qui, avec un point d'équilibre, eh bien, fait que le mouvement va continuer, donc comme quand les animaux marchent. Je ne sais pas si vous le saviez par ailleurs, mais il y a 8 modes de déplacement chez les quadrupèdes. On peut les citer, ça peut être intéressant. Il y a le trot, le pas, le saut, le galop alterné, le galop transverse et le petit galop. Et enfin, le bond. Le bond étant que le moment où les quatre pattes sautent et bougent en même temps. Donc ici, la symétrie n'est pas spatiale, mais elle est temporelle. Voilà, au niveau du mouvement des animaux. Au fond, on pourrait se dire, mais oui, du coup, alors, même si, certes, il y a de la symétrie, mais parfois, cette symétrie est auto-brisée. Du coup, on vit dans un monde de chaos, rien n'est prévisible. Eh bien, c'est là qu'il faut bien distinguer déterminisme et prévisibilité. On peut tout à fait concilier déterminisme et imprévisibilité. Ce n'est pas parce qu'un système est imprévisible qu'il n'est pas déterministe. Il y a au fond un argument à ça, qui est l'idée de dire qu'en réalité, on n'a pas assez de connaissances pour prédire simplement un système qui possède bien des lois. La théorie du chaos dit le principe selon lequel il y a des systèmes qui sont sensibles aux conditions initiales et d'autres non. Que s'est-il passé dans cette éprouvette où tout était gris, il y avait un milieu homogène qui avait des causes et des effets stables et qui tout d'un coup s'est transformé avec des disques bleus et rouges? C'est simplement que le système était fragile aux conditions initiales. Dans les conditions initiales, il y a des choses qu'on n'a pas prises en compte. Il y a par exemple des petits grains de poussière qui ont pu transformer la réaction chimique. Si un système est sensible aux conditions initiales, alors on dit que ce système est chaotique. Il y a des lois régulières, mais on le prend pour un phénomène aléatoire parce qu'on n'a pas de connaissances. Ainsi, le hasard est une carence du savoir. Un exemple bien net de ça, ce sont les gouttes d'eau. Imaginons qu'on ouvre le robinet, mais qu'on l'ouvre de manière à ce que ça ne soit pas un filet, mais des gouttes. Et puis, si on fait ça pendant une nuit, eh bien, on se rend compte que, bon, déjà, on va perdre beaucoup d'eau. Ne faites pas ça, sauf si vous faites pour ça pour la science. Mais, enfin, ne faites pas ça, faites ce que vous voulez. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a une récurrence des gouttes d'eau. Au bout de 0,60 secondes et 1,25 secondes, si on ajoute les deux, on va pouvoir trouver, on va pouvoir prédire ce qui va se passer ensuite. Sauf que, au bout de la quatrième, ça va déjà rompre cette première esquisse qu'on avait fait, cette première ébauche, cette première hypothèse, tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas assez de calcul vis-à-vis du système
et des conditions initiales. Et si on est capable de calculer les 50 nombres après la virgule, on sera capable d'avoir ensuite une plus grande précision. Et en fait, le simple fait d'avoir beaucoup de nombres après la virgule nous permettra d'être plus précis et donc de pouvoir prédire. En fait, c'est parce qu'il y a des nombres après la virgule qu'on n'a pas prédit ou qu'on ne prend pas en compte dans les calculs. Et ces nombres, en fait, au départ, vont avoir une petite influence, vont avoir une toute petite différence, mais qui va avoir de grosses conséquences à la fin qui font qu'on ne pourra pas prédire le motif de la régularité des gouttes d'eau qui tombent. Voilà. C'est le principe de l'effet papillon. Un petit changement au niveau des conditions initiales et ça crée un gros déséquilibre à la fin qu'on interprète comme du hasard mais qui en réalité est tout à fait prédictible si on a les connaissances nécessaires. À quoi sert au fond cette idée du chaos? Le chaos pourrait avoir des applications très puissantes parce que le chaos c'est un outil qui permet de répondre de manière rapide à un stimulus. Par exemple, on essaie en ce moment d'inventer des machines à laver chaotiques où en réalité on ne lave pas de manière régulière les assiettes, mais on lave les assiettes en fonction de ce qu'elles ont besoin d'être lavées, ce qui permet un gain de temps et un gain d'énergie. C'était le résumé du livre La nature et les nombres de Ian Stewart, qui est un livre de vulgarisation, dit de vulgarisation des mathématiques. Je pense que c'est vraiment un livre de philo en fait, parce qu'il part du concept que il défend une thèse, c'est que les mathématiques sont la science. C'est que dans le monde, il y a des récurrences et que les mathématiques, en fait, c'est simplement un outil pour analyser, documenter, classer ces récurrences. Donc, je trouve ça très intéressant avec des exemples très variés, très pédagogues, même si parfois, c'est peut-être, en tout cas pour mon niveau, c'était un petit peu difficile à voir. Évidemment, l'auteur cite James Gleick, donc la théorie du chaos, que je connaissais de nom, mais non, là, je me rends compte que elle est hyper puissante. En tout cas, en fait, elle est dans un côté déterministe. Elle donne un argument au déterminisme, tout simplement, en disant que, voilà, si on ne connaît pas, c'est parce qu'on n'a pas assez de connaissances. Et qu'on interprète comme un hasard, quelque chose en réalité qui était prédictible depuis le départ. Pourquoi pas, c'est assez intéressant. Ensuite, il parle également de ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Mais j'ai trouvé ça étonnant parce que, et en fait, l'idée de la théorie de la complexité, c'était que des concepts simples émergent à partir de conditions très complexes. Mais je trouve que c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, parce que dans un certain sens, tout est complexe. Bon, prenez l'idée que la formation, je sais pas moi, d'une molécule, d'une ADN, c'était quelque chose de complexe, mais à la fin, ça crée des choses très simples, par exemple des pétales de fleurs, avec des motifs récurrents. Par exemple, les ananas, ils ont toujours le même nombre de, je sais pas comment ça s'appelle ces choses-là, et on retrouve souvent les suites de Fibonacci à l'intérieur de ça. Évidemment, aujourd'hui, on est le vendredi 22 janvier, il est 21h34, donc oui, j'ai manqué un jour. Ne cassons pas mon ordinateur, j'en ai besoin. J'ai manqué un jour hier. Donc aujourd'hui, je vais faire 2 résumés. Donc je vais essayer de terminer dans les 1h30 qui me reste. Ça ne sera pas possible puisque mon livre fait 250 pages et je ne l'ai pas fini. Hier, bon voilà, parlons-en un instant. C'est les hasards et les difficultés du défi. À un moment donné, hier, je devais bosser et je devais bosser pour mon boulot. J'ai bossé jusqu'à tard. Il y a eu des imprévus. Des choses que j'ai pu prévoir avant, mais je me suis mal organisé, c'est ma faute, je me suis mal organisé, c'est mon erreur plutôt. Et ce qui fait que j'ai commencé à lire, j'avais lu 100 pages la veille pour être en avance, j'ai pas réussi à finir. J'ai lu 50 pages et le livre après 160 pages, il me restait 10 pages, j'ai pas pu finir, ni le résumé, ni j'ai pas pu finir, enfin non, 170 pages à peu près. Il me restait 20 pages, donc je me suis dit, il était 2h du matin, je me suis dit, est-ce que je vais dormir, est-ce que je continue? J'arrivais plus à rien, je comprenais plus rien. Je me suis dit, en plus c'était hyper intéressant, donc je me suis dit je vais prendre un peu le temps parce que ce livre je l'ai pas lu très très vite parce que justement je voulais comprendre un peu ce qu'il disait, je trouvais que c'était hyper intéressant et comme il n'y avait pas trop de pages, je me suis dit je peux me permettre de passer un peu plus de temps. Et donc, d'une certaine manière, j'ai complètement perdu le défi. Ce qui compte, c'est de rebondir. Donc, aujourd'hui, de faire un deuxième livre. Si j'arrive je vais le finir aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Même s'il faut que je passe jusqu'à 2 heures, c'est pas grave. Je le finirai. Ce qui va me permettre d'enchaîner demain, de retrouver le rythme. Voilà, donc, vous aurez 2 résumés aujourd'hui. Évidemment, je les publierai de manière séparée au moment où je les publierai sur YouTube. Voilà. Ça, c'est vraiment le credo. C'est qu'on va tous chuter. Il y a toujours des moments où ça va être difficile. Surtout un défi, en fait, qui prend au minimum, vraiment le minimum, c'est 3 heures. Mais vraiment, si on est hyper efficace, qu'on lit que des livres de 100 pages, c'est 3 heures. Parce que la lecture, c'est 2 heures, je pense. Je pense que c'est pas possible de lire... Je pense sincèrement que c'est très compliqué de lire plus rapidement que
100 pages toutes les 30 minutes, et même 100 pages toutes les 30 minutes, ça me paraît immense. Je pense que c'est plus raisonnable de penser en termes de 100 pages 1 heure. 50 pages toutes les 30 minutes, ça me paraît logique. Avant, moi, je sais que je faisais 50 pages l'heure. Donc là, 100 pages l'heure, ça me paraît correct, cohérent, parce qu'à un moment donné, si on lit trop vite, on perd les infos, quoi. C'est mathématique, on peut pas lire comme ça et comprendre. Ou alors, ce que vous lisez, c'est exactement ce que vous connaissez, c'est dans votre champ de discipline, dans votre thématique, il n'y a aucune friction vis-à-vis de la pensée de l'auteur, ça vous paraît limpide, mais alors dans ce cas, pourquoi vous lisez ça? Enfin, ça c'est un vrai choix de livre, on en reparlera, le choix des livres fait que, voilà, je pouvais pas le lire trop vite, alors que j'aurais pu le lire beaucoup plus vite. Bon. Donc voilà, en tous les cas, j'ai échoué. Mais ce qui compte, c'est de rebondir. C'était le 10e jour. C'est normal que ça arrive exactement en plus le 10e jour. Le 10e jour, c'est normal qu'on échoue dans les défis. Tout simplement parce que euh, le 10e jour, la première semaine, on est tous très motivés. Et la deuxième semaine, on manque de motivation. Ça me fait penser à la théorie du Blue Monday. La théorie du Blue Monday, une des explications, c'est qu'on avait des résolutions le nouvel an et on commence à ne plus les tenir. Alors évidemment, c'est la première semaine, vous allez tenir vos résolutions. Mais c'est la deuxième la semaine. La troisième semaine, ça commence à être compliqué. Surtout le dernier mois. Mais le but, c'est que voilà, j'ai échoué, mais je rebondis derrière. Je pense que c'est ça le plus important, c'est d'échouer, mais de rebondir. Parce que si on arrive à... On va forcément échouer à un moment donné ou à un autre. Euh, Si vous n'échouez pas, très bien, tant mieux pour vous. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est qu'on va échouer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on échoue? Voilà. C'est ça la vraie, je pense, le vrai enjeu, parce qu'on est amené à échouer, c'est normal, c'est dans la nature humaine. Et en fait, le vrai défi, c'est de rebondir après. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure pour le prochain résumé. Le prochain résumé, ce sera la psychologie de la motivation de Daniel Pink. J'espère que ça va vous intéresser. Globalement, j'ai fini pour les livres scientifiques. J'ai fait les maths, la bio et la physique. Voilà. Bon, après, il y aura les sciences humaines. J'ai pas fait de la géopolitique encore, j'ai pas fait la géographie. Ça ne saurait tarder.